Ah, et aussi c'est pas forcément une bonne idée de se faire relire trop tôt par d'autres. Moi, ce que j'aime bien, mais alors voilà, c'est moi, hein, c'est perso, mais c'est ce que Stephen King appelle écrire la porte fermée. Comme ça, vous vous sentez pas jugé. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les écrivains en herbe et créateurs perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis coach littéraire chez j'écrisunroman.fr, formatrice et auteure. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider. Que tu souhaites écrire, trouver des lecteurs ou vivre de ta passion, je t'apporte des conseils concrets et bienveillants et des interventions de professionnels. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. On est avec Aurélie Wallenstein. Hello Aurélie. Bonjour. Alors, est-ce que du coup, tu pourrais te présenter rapidement, toi, puis tes livres? Eh bien, alors, Olive Einstein, je suis autrice d'imaginaire, principalement. J'écris depuis bien longtemps et je publie depuis 2013. Ce sera le 11e roman qui va sortir le 20 mai prochain. Je suis plutôt dans le registre fantasy, mais je fais des incursions aussi, post-apo, plutôt dans le fantastique des fois. J'ai écrit 3 ouvrages pour la jeunesse. Et les autres, c'est du jeune adulte? Adulte? Oui, alors ça c'est une question, C'est une question piège. c'est un peu la question piège. Donc en fait en grand format, mes livres sont publiés en young adulte, sauf Yardam, qui est vraiment en adulte. Et en fait quand ils passent en poche, chez Pocket Imaginaire, là ils sont au rayon adulte. Ah ouais. Donc en fait, oui, je pense avoir écrit vraiment des romans, ce qu'on appelle du roman passerelle, qui peut être lu un peu par tout le monde. Pour en avoir lu quelques-uns, je pensais que c'était plus jeune adulte, mais en fait, ça, enfin, quand on est un adulte, ça se lit très très bien et c'est des thématiques qui parlent à tous. C'est assez large finalement comme public, je pense. C'est assez universel, on va dire, comme les thèmes qui sont abordés. C'est pas, j'écris pas des textes avec des adolescents qui Mm. vivent des aventures. C'est des personnages qui sont adultes pour la plupart. Enfin, ça dépend des bouquins, mais dans Yardam, Yardam est vraiment adulte. Dans Yardam, le héros a 33 ans. Dans Le Dieu Oiseau, ils ont 21 ou 22, plutôt la trentaine. Voilà, c'est pas des enfants, quoi, comme ce qu'on peut Mm. voir dans certains titres young adultes qui sont vraiment sur le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est pas trop, mais... Et du coup, avant de parler justement du désert des couleurs, etc., est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts? Peut-être ta première publication ou comment t'as commencé à vraiment te dire que ça allait être ta voix, peut-être? Alors moi, c'est vraiment une vocation. C'est même assez mystérieux parce que j'ai eu ce désir enfant. J'avais, je pense, 6 7 ans. Quand les profs à l'école vous demandent mais quel métier tu veux faire plus tard, ah ben moi je mettais fermière écrivain parce que je voulais aussi avoir des animaux. Et je m'imaginais que fermière c'était vivre avec des animaux. Et écrivain. Tout de suite, j'ai eu cette envie-là. J'ai commencé à raconter des histoires quand j'étais vraiment enfant. Après, tu les écris, tu fais de la fanfiction. Tu fais de la fanfiction avec les personnages de dessins animés que t'aimes bien. À 10 ans, j'ai écrit un roman que j'ai inventé un éditeur, j'avais fait une couverture, j'étais très fière de moi. Alors je sais pas où tout ça est passé, c'est à la poubelle. Après, vers 13 ans, on m'a offert, ma copine de l'époque m'a offert Cimetière de Stephen King. Et là, vraiment, ça a été, je pense que là, il y a eu un changement, une vraie révélation. Je me suis dit, ah oui, là, quand même, c'est ça que je veux faire. J'ai lu quasiment toute la bibliographie de Stephen King qui était disponible à l'époque. C'était beaucoup, beaucoup de romans. J'en lisais un par semaine. Ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a appris tellement de choses sur l'écriture. Il y a aussi ces essais que je vous conseille, Anatomie de l'horreur et alors je sais pas comment il s'appelle l'autre. Je me souviens plus non plus, je crois que c'est Mémoire d'un métier, mais je mettrai Alors les liens dans les notes. voilà, nous vous invitons à chercher sur Internet. C'est les essais de Stephen King sont très intéressants pour les auteurs. Il a été déterminant dans ma vie. D'ailleurs, c'est quelque chose que je pense pour beaucoup de gens. Je sais pas s'il en a conscience de ça, d'avoir inspiré à travers le monde des tas de gens qui se sont dit ah j'ai envie de faire comme lui. Donc voilà, à 13 ans là ça a été un cas. Après je suis un peu partie dans la bande dessinée. J'ai fait de la BD vers 14 15 ans, je l'ai dessinée. Et puis j'ai arrêté parce qu'en fait ça me prenait trop de temps. C'était quelque chose où tu passes beaucoup de temps sur chaque page à dessiner des petits détails, surtout que je dessinais des histoires qui se passaient en ville. Donc
Je passais des après-midi entières à dessiner des immeubles. Je me suis dit non mais là c'est pas possible. Donc je suis retournée au roman qui m'apportait plus de satisfaction parce que je trouve qu'on atteint la jouissance entre guillemets plus vite en écrivant qu'en dessinant de BD. Donc voilà, j'ai choisi ma voie. Je me suis dit ok ce sera ça. Et après, à partir de 17 ans, j'ai vraiment bossé régulièrement sur du format roman. J'ai fait un peu de nouvelles quand j'étais ado, et ouais, à partir de 17 ans du format roman. Et c'est très formateur. J'ai vraiment beaucoup écrit à ce moment-là. Après, j'ai fait une longue pause. J'ai repris sérieusement vers 27 ans, et c'est là où j'ai commencé à publier des nouvelles. Et c'est un bon pied à l'étrier quand vous êtes jeune auteur, parce que en fait, ce qui est intéressant dans la nouvelle, c'est d'expérimenter des choses. Vous êtes sur un format court, vous allez pas vous perdre dans le texte, vous pouvez tester des choses, c'est un peu un laboratoire. Moi, j'avais trouvé ça plutôt intéressant pour ça. Et puis, ça vous permet de faire aussi l'expérience de la publication derrière, d'avoir vos premiers lecteurs. C'est pas beaucoup, hein, on parle de 100 lecteurs à peu près sur des formats nouvelles, sur les anthologies qui sortent. C'est pas beaucoup, mais c'est une expérience intéressante. Voilà. Et premier roman en 2013, j'avais 33 ans. Ah ouais. Je trouve ça rassurant aussi de se dire que ça peut arriver un peu plus tard en fait, parce Oui, c'est que ça. Oui, ça oui. c'est arrivé quand c'est J'ai- arrivé pour toi. Oui, oui, j'ai un parcours long et de bûcheuse, quoi. J'ai vraiment beaucoup travaillé. Avant d'être publié, j'ai beaucoup travaillé. Après, je pense que ma chance aussi, c'était que j'ai grandi à une époque où il n'y avait pas vraiment la pression de la publication, il n'y avait pas Internet. On était un peu tout seul dans son coin, donc j'ai beaucoup écrit pour moi. J'ai écrit des trilogies de fantasy que je foutais dans mes tiroirs, que je faisais lire à personne. Et en fait, ça me chamboulait pas plus que ça, quoi. J'écrivais vraiment pour moi, je pensais pas à la publication. Je pense que ça m'a aidé à prendre les choses après avec peut-être plus de distance et de maturité quand enfin ça arrive, voilà, t'es plus âgé et c'est cool. Pas de regrets sur tout ça. Moi, j'ai été tentée un petit peu de reprendre, par exemple, celui-là à mes débuts, et je me suis dit, ouais, enfin, c'est plus simple de se mettre sur un projet où on est adulte aussi, on a plus de recul, ouais, de maturité. Bah, mes premiers projets, je les ai vraiment enfouis dans un tiroir et je les ai pas ressortis. Parce que comme tu dis, il y a un peu cette tentation-là de se dire, bah tiens, je vais les reprendre. Et en fait, tu travailles énormément pour les mettre à niveau. Après, tout ça, c'est perso, hein. C'est vraiment chacun a sa trajectoire. Mais moi, je regrette pas d'avoir fait comme ça, finalement, de les avoir mis au tiroir. Et du coup, ta première publication en maison d'édition, c'était quel roman? Alors, c'est Le Cheval et l'Ombre dans une toute petite maison d'édition qui s'appelait Sortilège, qui était de la micro-édition, donc pas diffusée, où on vend les romans principalement en salon. Donc ça a été une première expérience intéressante, mais une première expérience un peu frustrante. Ouais. Je voyais qu'en fait ce que je vendais, ce que les livres qui se vendaient étaient ce que moi je vendais aux lecteurs en salon. J'ai vraiment eu le sentiment de ramer. Ça a été aussi un cas pour moi. Je me suis dit non, je veux pas de ça, je veux plus faire ça. Je veux être dans une maison d'édition diffusée. Donc après cette première expérience dans une petite maison, je me suis dit pour le suivant, je chercherai une maison avec diffuseur. Ça a été très dur. Ça a été très dur, j'insiste. J'ai mis 2 ans Ouais. à trouver. Et après, vraiment, les choses ont décollé. Décollé pour de vrai. À partir du moment où j'ai été publiée chez Scrinéo avec Le Roi des Fauves, en fait, j'ai eu du bol aussi parce que j'ai eu une double publication. J'ai eu Les Chevaux de Foudre chez Magnard et Le Roi des Fauves chez Scrinéo, j'ai signé en même temps. Ah ouais. Oui, Chevaux de Foudre a été un carton absolu, ça a été même complètement dingue. Enfin, en un mois, il s'en est vendu 2000 exemplaires, c'était ouf, quoi. Et Le Roi des Fauves a taillé son chemin, lui, petit à petit. C'est un roman qui s'est installé dans le temps, dans la longueur, grâce aux bouche à oreille, grâce aux gens qui l'ont porté, aux lecteurs qui l'ont aimé, qui l'ont porté. Et il s'est vraiment installé. Après, il y a eu la reprise chez Pocket. Voilà, trois expériences très différentes en fait. La micro-édition, l'envol très rapide chez Magnard et l'installation sur la durée avec Scrinéo. Ouais, et puis c'est vrai que c'est pas du tout le même impact du coup. Ou les romans qui sont fréquemment cités pour toi, c'est souvent Le Roi des Fauves. Justement, je pense que maintenant c'est un des plus connus peut-être pour toi et même je dirais pour Scrinéo, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas vraiment, à Bah, part les tiens, je connaissais pas forcément les autres livres de Scrinéo, tu vois. mais c'est assez drôle parce que j'ai l'impression que ça fait la même chose avec Gabriel Katz. Ah ouais. Avec son Puits des Mémoires, tout le monde cite le Puits des Mémoires alors qu'il a écrit plein d'autres bouquins derrière et c'est un peu le Puits des Mémoires qui reste alors que c'était pas son premier parce que je crois que c'était La Maîtresse de guerre.
Mais puis des mémoires, oui, a beaucoup marqué. Et moi, c'est le Roi des Fauves, en fait. Les gens citent le Roi des Fauves. Mais lui, oui, il a mis du temps à s'installer et finalement, il a fait une très belle carrière. J'ai eu de la chance aussi, encore une fois, parce que j'ai été beaucoup aidée par le milieu. Le bouquin a été beaucoup primé. Pas primé, mais a participé à des prix. Il y a eu le prix des Aliénales. Ça l'a pas mal porté aussi, mais il a été sélectionné à tout un tas de prix, ce qui aide énormément les livres au début. J'ai eu la chance aussi de participer aux Imaginales, ce qui n'était pas gagné la première année. J'ai dit non, je veux aller aux Imaginales, c'est très important pour moi. Et on dit bon, bah d'accord, ok, on te fait une place. Donc ils m'ont fait une place un peu à l'arrache au dernier moment aux Imaginales, et là ça a été extraordinaire, quoi. Mais c'est un super souvenir parce qu'en fait j'avais le Roi des Fauves et Chevaux de Foudre à l'époque, j'en avais deux, et je débarque entre Marc Castel et Victor Dixen. Je Ah me ouais. dis oh non, les monstres. Je suis entre deux monstres sacrés, qu'est-ce que je vais devenir? Et personne ne me connaissait. Et c'était trop drôle parce que eux ils avaient des files d'attente terribles, les gens qui faisaient la queue pour Jean-Luc Marcastel et pour Victor Dixen, qui dédicaçaient à tour de bras. Et en fait les lecteurs, en patientant pour ces deux auteurs, ils regardaient les miens pour passer le temps. Et du coup ils disaient ah bah ça a l'air pas mal, on va le prendre aussi. Donc c'est comme ça qu'a commencé ma grande histoire avec les Imaginales. Si jamais tu es un auditeur de l'épisode et que tu connais pas ce festival des Imaginales, parce que nous, forcément, on écrit dans l'imaginaire, donc c'est notre festival préféré, ou l'un de nos festivals préférés. Bah, c'est le nom du livre Imaginaire qui a lieu à Épinal, normalement tous les ans sauf Covid, et qui est parmi les plus populaires de France et très très apprécié. C'est d'ailleurs quelque chose, je trouve, j'en ai pas spécialement trop parlé avec les autres personnes qui sont passées sur le podcast, mais c'est vrai que le salon en soi, et surtout dans l'imaginaire, c'est tout un monde en fait, et c'est pas qu'un monde où tu viens avec ton livre et où tu dis venez acheter mon livre, parce que t'as aussi justement la possibilité de découvrir d'autres auteurs, de rencontrer peut-être des éditeurs. Je sais pas si toi ça t'est arrivé. Ah oui, les Imaginales, déjà je pense que c'est 30 000 à 50 000 festivaliers sur les 4 jours, donc c'est colossal. C'est pas un salon du livre, comment dire, hiérarchisé avec les auteurs d'un côté et les lecteurs de l'autre. C'est tout le monde se mélange joyeusement. Ça se passe dans un parc. C'est très nature, c'est très vert. On peut aller s'installer au bord de la Moselle. Il y a des pique-niques, tout le monde tchatche ensemble, donc c'est très détendu. C'est vraiment une bonne ambiance et les lecteurs, les auteurs, tout le monde aime ce festival. Et se rejoint c'est une vraie fête, en fait, de l'imaginaire une fois par an. Et ça nous manque beaucoup, d'ailleurs, en ce moment. Je rêvais de participer aux Imaginales. Pour moi, c'est le Graal de participer aux Imaginales. Et oui, et sérieusement, je pense que ça porte un auteur d'imaginaire de participer à ce festival. Ouais, je pense aussi. On a quelques collègues et consoeurs qui en plus, il y a un prix dans le cadre du festival. Enfin, il y a aussi le speed dating où on peut rencontrer des éditeurs, qui a permis à des collègues aussi d'être publiés parce qu'ils ont rencontré un éditeur dans le cadre de ce festival, quoi. Donc clairement, si vous écrivez de l'imaginaire, c'est quelque chose à regarder. On a parlé de tes débuts, mais maintenant on va peut-être venir un petit peu plus dans une période plus actuelle, et tu vas bientôt sortir donc le 20 mai ton livre Le désert des couleurs. Tu peux nous en parler? Alors, Le désert des couleurs, c'est un roman assez différent par rapport au précédent, donc Yardam, qui est un roman très nocturne, très sombre, très enfermé. Yardam, c'est un huis clos, en fait, dans une ville. J'avais pas du tout prévu d'écrire Le désert des couleurs. J'avais prévu d'écrire de nouveau de la dark fantasy, un peu à la Roi des Fauves. Et la crise sanitaire s'abat sur nous, blocage. Une période triste, enlisée, pas créative, où tu te dis, c'était il y a un an, c'était la période mars-avril, où tu te dis, mais c'est pas possible de cueillir des fruits créatifs dans cette période. Alors, il y avait ce décompte des morts tous les soirs qui était très haut, plus qu'aujourd'hui. C'était terrifiant, donc vraiment une sale période, et je me dis, non, mais j'ai pas envie d'écrire de la dark fantasy. Donc j'ai eu une période un peu stérile au niveau de l'écriture, et puis je me suis dit, non, mais attends, on va faire complètement autre chose. Et j'ai décidé de faire un récit de voyage très solaire, plein de soleil, de grands espaces, de liberté, qui se passe donc dans un désert coloré, un désert multicolore, où chaque grain de sable, en fait, est le souvenir perdu d'une personne. Parce que quand on marche dans ce désert, on perd progressivement la mémoire. Donc les humains se sont réfugiés dans le cratère d'un volcan où le sable n'est pas encore monté. Il monte le long du cratère tout doucement, mais il n'a pas encore passé par-dessus bord. Mais il va le faire.
C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ce sera fini pour les gens qui s'y sont réfugiés. Le sable va passer par du support et donc va effacer la mémoire de tout le monde. Donc il faut partir. Il faut trouver une solution. Il faut trouver un autre lieu à investir. Donc il y a des quêteurs, des gens qui partent en quête pour explorer ce désert des couleurs. Donc on va suivre 2 personnages, enfin 3 avec l'animal qui les accompagne, qui est un oiseau télépathe. Et ils sont demi-frères et sœurs et ils vont donc partir chercher un lieu où pourrait s'installer de nouveau l'humanité au sein du désert. C'est intéressant parce que même si tu dis j'avais pas envie d'écrire la dark fantasy et je voulais et que le livre va être plus solaire et tout, je trouve qu'on retrouve un peu tes idées aussi sur l'humanité en danger ou des réflexions qui ressemblent un peu. Il y a une dimension très dure. Ouais. Ça raconte une histoire tragique de personnages, c'est un roman de personnages. Mais c'est aussi un roman optimiste par rapport à ce que je peux faire d'habitude. Je pense que là, j'ai envie de retrouver la foi dans l'humanité. La dark fantasy, là, j'avais plus envie, quoi, vraiment de traiter les vicissitudes de l'humain, ce que j'ai pas mal fait jusqu'à présent, notamment avec Mer Morte, qui était sur la destruction des océans et des mers par l'homme. Hein. Donc là, non, j'ai envie de changer un peu d'air. Et d'ailleurs, et pour les lecteurs aussi, on se dit non mais là, de quoi on a envie? On a envie de voyager. C'est vrai. Je pense que c'était pas évident de trouver l'inspiration dans cette période et encore aujourd'hui, hein, on est encore un peu dans une ambiance très stressante, quoi. Pour les gens qui nous écoutent et qui se disent non mais là j'y arrive pas, je me sens triste, je suis à bout, j'arrive pas à écrire. Franchement, c'est normal. Je pense qu'il faut pas s'inquiéter de ça, ça va repartir. Moi, honnêtement, le désert des couleurs, je l'ai écrit dans la période où on était le plus heureux, c'était l'été dernier. Hein. Ouais. C'était cette période un peu où on avait l'impression que c'était derrière nous et que ça repartait, et là, ça allait. Et aussi, ce qu'on a fait, et je pense que c'était une bonne idée, enfin, après, ça dépend de chacun, et puis si vous avez l'opportunité aussi de le faire, mais on s'est mis en groupe. On est parti avec des filles qui écrivent, et on a fait une sorte de résidence d'écriture, entre copines, et c'était super chouette. Ah, super. Et du coup, il y a de l'émulation collective. Je trouve que c'était important. Je crois que chacun, on était tous un peu mal après tout ça, et que du coup, voilà, de se mettre en groupe, de se mettre au vert, avec les ordis, et puis de dire, chacun travaille son texte. C'était très motivant. Même si on a tendance à écrire dans son coin, et souvent, les personnes qui viennent me voir, elles ont aussi souvent tendance à écrire dans leur coin, mais quand elles voient un peu la puissance de faire vraiment partie d'un groupe où on se tient au courant, où on partage nos doutes, etc., c'est quand même une dimension toute nouvelle, et ça nous donne confiance aussi, on se sent mieux, quoi. C'est de l'émulation, vraiment. Après, il faut que ce soit bienveillant, évidemment. Faut pas être avec des gens toxiques. Alors là, ça pourrait être destructeur, mais quand c'est des bons copains que vous connaissez bien, ça peut être un truc à faire l'été prochain. Carrément. Ça me fait penser, du coup, t'as parlé de Mer Morte, et moi, je voulais aussi en parler, un de tes livres aussi les plus connus, et celui avec une des thématiques les plus fortes, parce qu'ils ont tous souvent des thématiques très fortes, mais vraiment la description d'un monde post-apo qui pourrait être tout à fait possible d'ici quelques années, je trouve, est très très marquante. Je sais pas si tu voulais en parler un petit peu là, ou en tout cas nous dire si aussi, voilà, si cette thématique peut-être de l'écologie des océans reviendra peut-être dans tes livres. L'océan, je sais pas, mais je sais pas, à voir. Après, je calcule pas aussi loin. Ouais. Peut-être. Je me projette pas aussi loin. Au niveau de Mer Morte, donc c'est plutôt dans la veine post-apo, où la mer et l'océan a disparu à cause de l'action humaine, et les océans et la mer reviennent sous forme fantôme pour se venger des hommes. Donc c'est des marées fantômes qui déferlent sur le monde à toute heure du jour et de la nuit. Et c'est pas des phénomènes réguliers, elles font irruption en fait sur le monde. Elles peuvent aller absolument partout. Ce sont des fantômes. Donc elles ne sont pas forcément à l'endroit où elles s'étaient trouvées avant. Elles peuvent aller au milieu des terres, submerger les humains réfugiés, et elles portent dans leurs vagues spectrales des animaux fantômes qui ont été tués par les humains et qui viennent pour s'emparer de l'âme de leurs anciens bourreaux. C'est un roman, en fait. Alors là, j'ai vraiment utilisé, si tu veux, l'imaginaire pour parler de choses d'aujourd'hui. À travers des séquences rêves, moi je les appelle dans ma tête les séquences rêves. Elles sont des séquences très courtes où, en fait, je vais proposer au lecteur de se mettre à la place d'un des animaux et de revivre leur tragédie intime. Et donc ça permet de se mettre à la place de l'animal d'un point de vue très empathique. Enfin, j'espère, c'est le but. Pour épouser vraiment
son ressenti dans la souffrance. Ce sont des scènes très dures, mais qui illustrent un phénomène actuel. C'est-à-dire à chaque fois, c'est quelque chose qui est en train de se passer là, de nos jours. Donc il y a plusieurs thématiques. Il y a les delphinariums, il y a la surpêche, il y a la pollution par le plastique, les marées noires, la coupe des ailerons de requin, puis une scène extrêmement dure. C'était très dur. Ça a été très dur pour moi à écrire. Vraiment, j'ai tout fait d'un coup, en fait. Je les ai écrits à la fin du roman, en une après-midi, parce que sinon c'était trop suffocant à faire. Surtout que je regarde des vidéos pour me documenter, donc c'est absolument atroce. Donc c'est un roman qui l'imaginaire permet ça. C'est-à-dire que l'imaginaire va faire tampon entre cette réalité insupportable, insoutenable, et le lecteur pour lui permettre de réfléchir à cette question, mais en même temps avec le prisme de l'imaginaire. Donc c'est moins abrupt, c'est moins dur que si on voyait le phénomène en direct dans toute sa brutalité. J'ai trouvé ça incroyable personnellement justement parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est l'imaginaire, donc on suit le destin d'un jeune adulte. J'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas cette façon de dire oui, mais on suit une histoire et à travers de cette histoire, on passe par certaines scènes insoutenables, quoi. Mais on veut quand même savoir la suite. Après, c'est une trajectoire des personnages qui fait que le héros va beaucoup évoluer dans son regard qu'il porte aussi sur le phénomène. Parce que lui, il est exorciste. Il peut combattre les animaux fantômes. Donc au départ, il les déteste, c'est-à-dire qu'on lui a appris à haïr les animaux fantômes. Et donc son regard va changer au fil du roman. C'est ça que je trouve aussi intéressant de montrer par le récit. Et après, c'est un garçon qui est pétri de contradictions aussi, parce qu'il est ami depuis l'enfance avec un dauphin fantôme. Et qui le cache, c'est son secret. J'ai surtout vraiment beaucoup aimé cette capacité à parler de l'insoutenable et en même temps à y mettre une histoire et à nous inviter à la suivre. Alors que comme tu le dis, on pourrait pas regarder juste une vidéo. Enfin, c'est quelque chose qu'en plus nos yeux refusent de voir. On va censurer. Là, en le découvrant au travers d'une histoire, on fait en même temps face à cette réalité-là, quoi. Je pense que c'est un moyen, par le récit, de s'intéresser à cette cause-là, par l'empathie, par l'émotion qu'on peut éprouver pour ces personnages, qui est une des voies, parce que là actuellement je suis en train de regarder Seaspiracy, qui est le documentaire qui passe sur Netflix actuellement sur l'exploitation des océans et de la mer, et voilà, c'est très important aussi de regarder ce type de documentaire. Mais le roman, ça va être autrement. Ça va être autrement. Vous allez suivre des personnages, tandis que sur les documentaires vont plus passer par les chiffres, les statistiques. C'est vraiment autre chose. Les deux sont intéressants. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et justement, au niveau des thématiques, parce qu'on pourrait disserter longtemps sur celle-ci, mais il y en a d'autres qui te tiennent à cœur, je trouve, qui reviennent de temps en temps. T'as parlé un peu des vicissitudes de l'esprit humain, ça me fait penser un petit peu au Dieu oiseau. Ouais, bon après le Dieu oiseau est un récit extrêmement musclé, extrêmement tonique, avec des enjeux très très forts, de survie très très forts. Le Dieu oiseau c'est plus enfin moi j'étais partie pour parler du traumatisme surtout. C'est-à-dire qu'en fait on commence le roman, le personnage est détruit, le personnage est en miettes, il a 10 ans d'esclavage derrière lui, il va très 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 mal. Et là il a l'opportunité au bout de 10 ans d'esclavage de rebattre toutes les cartes. C'est-à-dire de participer à une compétition qui pourrait même le rendre roi de l'île sur laquelle il vit. Donc, est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il en est encore capable? Est-ce qu'il n'est pas trop affecté par tout ce qu'il a vécu, par tous ces fantômes qui le hantent? Et est-ce qu'il peut encore se reconstruire? Est-ce qu'il en a l'énergie? Et surtout, est-ce qu'il va pas finalement reproduire ce qu'il a vécu et sombrer dans une vengeance sanglante? Donc ça, c'est sur toutes ces questions-là. C'est un roman que là c'est pas de la dark fantasy médiévale parce que il y a un côté très c'est natif américain. Ouais, mais voilà, donc c'est pas de la dark fantasy dans le Moyen Âge, c'est très autrement. C'est le côté plus dark d'une fantasy dans un univers qui n'existe pas et qui est inspiré. Ouais, j'ai eu un peu le feeling d'être en Amérique du Sud, sur l'île de Pâques. C'est ça que je cherchais. Ah, précolombien, oui. Yes.
Et du coup, au niveau de l'ambiance un peu sombre qu'il y a notamment dans ces romans-là, parce que c'est vrai que décrit comme ça, pour les auditeurs, on a peut-être l'impression que c'est très très sombre, et etc. Et pourtant, c'est haletant. Moi, le dieu oiseau, je l'ai dévoré. Je voulais savoir. C'est intéressant, je trouve, ta façon de réussir à utiliser une ambiance sombre comme ça et en même temps à y situer de l'action, des personnages, des émotions, des destins et à nous imbriquer là-dedans. Je sais pas si t'as des petits secrets par rapport à ça. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Je veux pas que le lecteur s'ennuie. Pour moi, c'est un manque de respect si le lecteur s'ennuie. Je veux vraiment que les pages se tournent vite, que le récit soit fluide, que les enjeux soient compréhensibles très vite, que ces enjeux soient forts. Donc, en général, dans mes bouquins, au bout de 10 pages, on a compris. On a compris où on allait. Au niveau de l'enjeu, c'est assez clair. Je fais pas de mystère avec ça. Je trouve que c'est un moyen d'embarquer les gens vite dans l'histoire. Après, vous avez des astuces qui sont simples pour tonifier vos récits. C'est aussi tout ce qui est à base de compte à rebours, hein. Il y en avait un dans Le Roi des Fauves, c'est-à-dire que dans Le Roi des Fauves, ce sont 3 jeunes qui sont condamnés à ingérer un parasite qui va les changer en monstres, en hommes animaux qu'on appelle c'est des berserks, c'est inspiré de la mythologie nordique. Et donc en fait, la métamorphose est lente, parce que c'est pas une métamorphose instantanée comme le loup-garou à la pleine lune, mais c'est quand même une métamorphose relativement rapide vu qu'elle a lieu sur 7 jours. Donc en fait, les personnages ont 7 jours pour trouver une solution, sinon à la fin ils sont fichus, ils seront transformés, ce sera trop tard. Ils pourront plus rien faire contre cette animalité, cette folie qui se sera emparée de leur âme, ils se seront perdus eux-mêmes. Donc ça c'est une manière, bien entendu, de mettre du suspense dans le récit. Dans La Mort du Temps est aussi un récit très rapide dans la mesure où le personnage principal est suivi par un phénomène extrêmement bizarre. C'est au tout début d'un roman, il y a un séisme temporel qui va fracturer le temps et toutes les époques se retrouvent mélangées entre elles et en fait le séisme fait des répliques en permanence. C'est toutes les 2 minutes, je crois, il y a une réplique. Donc le personnage a beau fuir, le phénomène la suit. Donc voilà, c'est pareil, il faut qu'elle marche, elle marche, elle marche. Là, j'avais un peu dans l'idée du marche ou crève de Stephen King. J'adore, j'adore. Et voilà, donc j'aime bien ces enjeux qui soient rapides et qui soient clairs et j'espère haletants. Oui. J'allais dire, l'intrigue, c'est pas des trucs complexes, chorales avec 15 000 imbrications, mais par contre, c'est efficace, je trouve, et du coup, effectivement, haletant, ouais, on plonge avec le personnage, mais j'ai vraiment l'impression que c'est souvent un seul personnage dont on suit le destin sur tout le livre. Je sais pas si t'as fait déjà des cas où il n'y a Ouais, pas un seul héros. Yardam Ah qui ouais. est polyphonique, entre guillemets, sur 2-3 points de vue, mais on suit surtout Kazan. Et oui, j'aime bien le terme d'efficacité. Après, moi, j'ai presque un traitement thriller, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y J'aime a un bien rythme. j'aime bien le rythme, j'aime bien le muscle. J'aime bien lire ça aussi, hein, ça va de pair. Ouais, c'est vrai que quand t'as parlé Stephen King, je savais pas que c'était une de tes références, mais j'ai compris un peu plus ce côté justement speed et en même temps avec toute une palette d'émotions Aussi et de d'enjeux. psychologie, hein, j'aime bien développer ça et je pense que c'est quelque chose qui s'approfondit aussi au fur et à mesure de mes romans. Les 2 derniers, en l'occurrence Yardam et Le désert des couleurs, je pense, sont des romans assez psycho. Et c'est vrai que ça se ressent un peu. Je trouve même dans les autres, mais en tout cas les relations entre les personnages et les évolutions, par exemple la relation entre dans le Dieu oiseau entre celui qui justement a été esclave pendant 10 ans et son bourreau, quoi. C'est pas juste bon il a été esclave, on voit toute la palette de sentiments qu'on peut éprouver et la palette d'émotions qu'on peut éprouver dans ce cas-là, je trouve. Au niveau plutôt pour le côté écriture technique, parce que je pense qu'on pourrait parler longtemps des thématiques. Est-ce que tu prépares tes romans, du coup? J'ai essayé beaucoup de techniques différentes. Ce qui m'a aidé sur Le Roi des Fauves, c'était la technique de conception, on va dire, du roman en 3 actes. Les 3 actes, c'est un schéma qui est assez simple. Poser l'univers pendant les 25 premiers pourcents, et à la fin, il va se passer quelque chose pour les héros, le point de non-retour. En fait, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'acmé. Il y a un pic, parce qu'il y a un pic dramatique à la fin de cette première partie de présentation, de mise en situation. Par exemple, dans Harry Potter, c'est quand il passe à l'école des sorciers.
Et après, vous avez toute la partie centrale où voilà, où les personnages vont développer leur pouvoir. Euh, Après, il y a une nouvelle acmé au milieu du roman, un nouveau pic dramatique, où là, il va se passer quelque chose. Ou turning point, si on dit, en langage dramaturgique, un nouveau turning point. Après, ça continue de se complexifier, de devenir de pire en pire pour les persos. Et là, on arrive au tout début de la troisième partie, où là, ça va vraiment super mal. Avant la grande bataille finale, on se dit, mais c'est pas possible, ils vont jamais s'en sortir. Mais que vont-ils devenir? Ils vont tous mourir. Et après, vous avez la troisième partie, de nouveau 25%, où vous concluez, en fait, vous faites la bataille finale. C'est un peu c'est très schématique, hein, ce que je dis. Mais moi, ça m'avait vachement aidé pour structurer le Roi des Fauves. Alors, j'utilise plus du tout ça désormais. Je pense que j'en ai plus vraiment besoin. Je fais ça de manière inconsciente. Et aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'avec l'expérience, je vois assez vite que je suis en train d'aller dans un mur. Alors, avant, j'aurais pris le mur, mais maintenant, je me dis, oulala, ça va pas. Et c'est bizarre, hein, c'est que de l'instinct, en fait. C'est ton intuition qui te dit, là, t'es en train de, ça va pas. Tu prends une mauvaise voie. Et du coup, tu bifurques à temps. C'est aussi ça qui fait que, bah, finalement, on écrit de plus en plus vite et on a le pas sûr. Ouais, tu sais où Tu tu te casses plus la vas, gueule, tu te casses plus et la voilà. gueule comme avant. Donc, au niveau de la préparation, donc, ce que je trouve intéressant, c'est de faire à peine un synopsis. Un court résumé avec les grands axes, avec les grands turning points, avec les grands pics narratifs, mais pas plus, parce que si, après, encore une fois, ça dépend des gens, hein. Moi, j'ai une copine, alors elle, c'est une architecte, c'est vraiment son synop qui compte. C'est à ce moment-là où elle fait le récit, c'est le synopsis, c'est quand elle écrit son synopsis. Moi, pas du tout, parce que si je fais ça, j'ai trop peur de m'ennuyer à l'écriture. Et alors ça, pour moi, c'est rédhibitoire, parce que si je m'ennuie, ben, j'arrête. Je préfère faire un très court résumé et écrire à partir de là. C'est pas architecte, c'est pas jardinier, c'est un peu entre les deux. Parce que finalement, au départ, j'étais à fond sur ça. Je dis, ah ouais, il y a des architectes, il y a des jardiniers. Puis je trouve on est un peu en train d'en revenir de cette qualification qui est un peu schématique pour dire, bah, finalement, que il y a plein de gens qui sont entre les deux et c'est bien comme ça, quoi. C'est clair, je suis tellement d'accord avec toi, je milite activement pour qu'on arrête de dire ça. Alors, même si ça aide, la première fois qu'on entend parler, ça aide à se dire, ah oui, d'accord, il y a moyen de tout préparer ou de se laisser guider. Mais je te rejoins complètement sur le fait qu'aussi, bah, le problème, c'est que quand on est auteur débutant, on a envie de se mettre dans une case, et cette case-là, bah, c'est pas forcément celle qui est faite pour nous, quoi. Et Mais après, c'est je vrai pense que qu'il faut bon, faire des essais. Faire des essais. je Je suis te dis, moi, d'accord je avec toi. fais vraiment Roi des Fous, je l'ai fait avec un truc un peu, vraiment technique, quoi. Ah, et après, le chevaux de fou, je l'avais fait avec le truby, avec les Ah ouais. 22 étapes du truby. Donc vous pouvez tester plein de trucs avec différents romans, et puis après, en fait, vous allez progresser, vous allez vous affirmer, et puis vous aurez votre propre façon de fonctionner qui sera la vôtre et qui sera celle qui marche, quoi. Ouais, c'est clair, c'est un peu ça ma conclusion générale, c'est faut trouver ce qui nous rassure. Et il y a des personnes qui vont être rassurées par des fiches personnages et pas de synopsis, ou l'inverse, ou rien du tout, ou plein de trucs. Et ça dépend du roman. Il y en a certains sur lesquels on va avoir besoin de plus de préparation que d'autres. Et ça dépend de l'humeur, de l'ambiance. Enfin, bref, Ouais. fin de la parenthèse. Mais effectivement, c'est important, je trouve, de le rappeler parce qu'on voit encore beaucoup cette histoire d'architecte et de jardinier. Et, c'est pas toujours une chose positive. Et puis qu'il n'y a pas qu'une seule technique dans votre vie, que vraiment vous pouvez passer de l'une à l'autre. Puis même, là, je dis ça maintenant, mais peut-être que plus tard, je ferai autre chose, quoi. Et tant mieux, c'est mouvant. C'est la magie un peu de l'écriture, c'est qu'il y a 1000 chemins pour Oui. pour arriver. Ouais. Au niveau un peu plus quotidien, est-ce que l'écriture est ton métier à plein temps? Non. Comment ça se passe tes journées d'écriture du coup? Donc, je suis une grosse bûcheuse, hein. J'ai beaucoup travaillé. Moi, j'étais plutôt sur la routine quotidienne. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose que je veux conseiller parce que si vous y arrivez pas, si vous êtes trop fatigué, bah, faut pas se dire, ah mon Dieu, j'écris pas tous les jours, c'est terrible, c'est pas comme ça qu'on fait, tous les écrivains pros, ils disent, il faut que j'écrive tous les jours. Non, non, encore une fois, faut respecter son propre rythme. Moi, j'ai fait ça. Quand j'étais plus jeune, vraiment, je me suis astreint à écrire tous les jours. Mais vraiment, tous les jours. Moi, je faisais une récré le vendredi, mais sinon, et puis je faisais, en fait, c'est une technique que j'ai lue chez Stephen King, hein. Il a dit, écrivez 1 heure par jour, je crois qu'il dit 1h30 en fait, ou 1 heure par jour, tous les jours pendant 10 ans, et vous deviendrez écrivain. Moi, j'ai dit, d'accord, je vais faire ça. Et j'ai fait ça, en fait. 1 heure par jour pendant 10 ans, quoi.
Mais bon voilà, faut pas le dresser ça comme des grands principes, hein. Chacun son rythme, et surtout vous avez le droit d'être fatigué. C'est clair. Et là maintenant, en fait, c'est ça qui m'arrive aussi. Moi, je m'en rends compte parce que avec l'âge, je suis et peut-être la crise sanitaire aussi, je suis très fatiguée et Mm. j'arrive plus à écrire. Tous les jours. Il y a des soirs, je peux pas. Mais sinon, donc, je travaille la journée en addictologie à l'hôpital public et donc le soir, je fais 3 quarts d'heure si je peux, Mm. si je suis pas complètement vannée. Et donc j'ai un peu changé de rythme maintenant. Par contre, je carbure le week-end et sur les RTT et sur les vacances. Mais là, Ouais. quand je dis que je carbure, c'est 6 à 7 heures par jour. Yes, et franchement, je trouve que c'est hyper important aussi de le rappeler parce que c'est pas parce qu'on n'écrit pas tous les jours qu'on n'est pas plus, moins écrivain qu'un autre et c'est pas la durée de toute façon qu'on y passe qui fait que ça va fonctionner. Et au contraire, j'ai des personnes que j'accompagne qui ont peu de temps mais qui l'utilisent au mieux, avec une méthode qui les rassure, etc. Donc je trouve que c'est hyper important de le préciser, donc merci pour ça. Et moi Mais aussi, je suis après, un peu plus team week-end, ouais. oui, vraiment, je pense qu'il y a aussi des gens pour lesquels ce genre de rituel peut marcher, de Hum, ritualiser hum. ça, de dire bon bah ok, c'est de telle heure à telle heure et puis j'y vais quoi. Vraiment, encore une fois, faut trouver ce qui marche pour vous quoi. Et effectivement, ça peut être tous les jours un petit peu, comme tu dis, ça ritualise, ça crée l'habitude de le faire tous les jours, tout comme ça peut être, moi je sais que c'est vraiment le week-end pour moi parce que, enfin en tout cas c'était le week-end quand j'étais salarié, que j'avais un travail de 8 heures par jour, quoi, parce que comme tu le dis, si tu rentres le soir et que t'es complètement crevé, ça sert à rien d'écrire, ça va pas être un plaisir, ça va pas être forcément la meilleure énergie mentale pour écrire aussi. Après, ce qui est drôle quand même, c'est que c'est un peu comme le sport. Souvent, t'as pas envie. C'est comme quand tu dis, je fais de la course à pied, ah ben j'ai pas envie d'aller courir, j'ai la flemme. Tu te dis, j'ai pas envie d'écrire, j'ai la flemme. Et en fait, quand tu te mets à courir, quand tu te mets à écrire, bah là justement, l'énergie, elle change. Tu Je sens suis qu'il y a un tellement peu d'accord. une bonne énergie qui s'installe. Et quand t'as fini, c'est vraiment les endorphines. T'es hyper content de toi. Enfin, la plupart du temps. Parfois non. Ah, j'ai écrit de la merde. Ce plaisir d'avoir écrit aussi, je pense que c'est ça qui nous porte. C'est un peu bizarre de se dire ça, le plaisir d'avoir écrit, d'avoir fait une bonne séance de sport, une bonne séance de... Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est pas, on s'y met pas forcément en se disant ouais, allez, je vais écrire, super. Mais par contre, c'est Ouais. pendant, après que là, on se dit mais en fait, comment j'aurais pu ne pas y aller parce que parfois on découvre des choses, etc. Là, c'est le nano d'avril actuellement. On a un petit groupe aussi avec des copines pour écrire ensemble et c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On dit, ah, alors, toi, t'as écrit combien de mots? J'ai écrit tant de mots. Ah, c'est bien, bravo. Ouais, c'est encore une fois le côté, t'es pas toute seule, quoi. D'émulation. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui écoutent ce podcast et qui sont au début, qui hésitent à continuer l'écriture ou même à se lancer? De pas se laisser paralyser par la peur et par la procrastination, de se dire, parce que ça c'est tuant par contre, hein. De faire autre chose au lieu d'écrire, de dire ah ben j'écrirai plus tard, ah, ça faut quand même faire gaffe. Notamment toute cette procrastination sur les réseaux sociaux qui est très stérile, qui sert vraiment à rien. Ah oui tiens, une technique qui est sympa. Moi j'avais découvert ça par Lionel Davoust. Alors je sais plus le nom, c'est Pomodoro. Ah ouais, Pomodoro, ouais. Mm. Pomodoro, voilà. Où vous vous mettez un timer. Et par exemple de 20 ou 25 minutes, mais pendant 20 ou 25 minutes, vous faites que ça. Et vous Mm. êtes hyper concentré. Vous vous autorisez rien d'autre, hein, que écrire sur votre texte. Et quand le timer il sonne, bah là vous faites une récré de 5 minutes. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux si vous voulez. Au bout de 5 minutes, vous reprenez de nouveau 20 minutes. Et c'est moi, il y a eu une période, encore une fois, hein, je fais pas ça actuellement, mais j'ai eu une période où ça a été hyper efficace pour moi tout ça. Mais donc pour revenir à ta question, quand tu dis vraiment de se lancer sans peur. Ah, et aussi c'est pas forcément une bonne idée de se faire relire trop tôt par d'autres. Mm, mm. Moi, ce que j'aime bien, mais alors voilà, c'est moi, hein, c'est perso, mais c'est ce que Stephen King appelle écrire la porte fermée. Comme ça, vous vous sentez pas jugé. Même Mm, si mm. c'est de la merde, vous dites, ah, mais c'est pas grave, j'ai fermé la porte. Il y a personne qui regarde. Je suis toute seule avec mon texte, avec mes erreurs, avec mes errements. Mais c'est pas grave parce qu'après, je vais corriger. Et j'aurai toujours la porte fermée et il y aura personne qui regardera. Vous savez, ce vieux trauma à l'école quand le prof il regardait votre copie par-dessus votre épaule.
Et ça, c'est paralysant, en fait. Donc, moi, je trouve, voilà, de se dire, je suis tout seul, je suis dans ma bulle d'écriture, il n'y a pas de problème, j'ai pas peur. J'ai pas à avoir peur, il y a que moi. Donc, voilà, si je me plante, c'est pas grave. Il y aura que moi qui le saurai, et je vais passer le temps qu'il faut derrière pour corriger. Et puis, je passerai encore un jour à corriger, et puis le lendemain, puis sur le lendemain, puis au bout d'un moment, le texte il sera bien. Et là, on pourra ouvrir la porte et dire à quelqu'un, ah bah tiens, tu veux lire mon texte? Et, voilà. J'ai vu des gens être paralysés par ça, par le Hmm. regard d'autrui, et parce que c'était trop tôt en fait, ils étaient trop Hmm. à vif. Et mais après, il y a d'autres gens que ça peut stimuler aussi, donc vraiment ça dépend de vous. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a des personnes à qui ça fait vraiment extrêmement peur de montrer ces extraits. Et je te rejoins totalement sur ce côté que c'est pas obligatoire dès le début. On a déjà le temps d'écrire, même on peut écrire le premier jet en entier si on veut, et puis le recorriger en entier si on veut. Comme tu le dis, on a pendant le premier jet et puis nos premières corrections, on peut aussi garder ça pour soi et déjà nous corriger à notre manière, comme nous on pense et dans la direction que nous on veut, avant de commencer là à chercher des avis extérieurs et à corriger ensuite différemment quoi. Mm. Et je trouve que ça fait du bien. Être Mm. indulgent avec soi-même, parce qu'on est quand même Ouais. dans une société très performative. Les réseaux sociaux, c'est du jugement en Mm. permanence. Donc un peu de se déconnecter tout ça. L'écriture, c'est pour vous, c'est votre espace à vous. Ça peut être votre respiration, votre bulle. Vous y jetez des choses très intimes. On y met de soi, on y met beaucoup de soi. Donc voilà, être indulgent, être aussi bienveillant avec ça. Et quand vous relisez les textes des autres, aussi vous être bienveillant. Sur le forum Cocyclix, la créatrice Liz Steven disait: les gens vous confient leurs rêves, prenez-en soin. Ah, c'est beau. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours, tu sais, quand je bétalie un texte, j'ai toujours ça en tête. Ah ouais. Et vraiment prends soin des autres, mais prends soin de toi aussi. C'est tes rêves, c'est tout ce que tu vas mettre dans ton roman, c'est tellement intime, c'est vraiment on écrit avec notre cœur, quoi. Donc voilà, faut faire preuve aussi d'indulgence avec soi-même, faut pas être trop dur. Je pense que on a tendance à être très dur avec soi. Mm. C'est clair, et puis je pense même, tu as parlé de la performance, il y a aussi le fait de compter les mots. Alors certes, pendant le NaNoWriMo, on compte les mots, etc. Mais moi, je recommande pas toujours de le faire, en fait. Il y a plein de fois où on n'a pas spécialement besoin de les compter. Là, aujourd'hui, j'ai fait tant de mots. Ça peut être de temps en temps de regarder où on en est, parce qu'on avait prévu d'écrire un roman de X mots et qu'on est vers la moitié. Mais je vois souvent aussi des auteurs qui disent « Ah, j'en écris 678 aujourd'hui, je voulais en écrire X ». Et ouais, du coup, je te rejoins complètement sur ce côté où c'est pas forcément obligatoire, en fait. Dans le nano, oui, ça peut être motivant, mais compter les mots, c'est pas une obligation pour être un écrivain, quoi. Non, non, non. Lionel Davos dit de profiter de l'acte créatif en lui-même, de ce chemin qu'on est en train de parcourir, parce qu'en fait, c'est ça le plus beau. C'est, 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 c'est dur à croire parce que les gens se disent toujours, ah ouais, si j'étais publié, oh, ce serait tellement formidable, et puis ma vie elle va changer et tout. Mais en fait, ce qui vous rend heureux, c'est d'écrire, c'est pas d'être publié. C'est l'expérience de la publication. En fait, le roman il est publié, puis vous l'oubliez un peu parce que vous êtes en train d'écrire le suivant. Et c'est ça qui vous rend heureux, c'est d'écrire le suivant. J'avais écouté un podcast où intervenait, je sais plus c'est quoi son prénom, c'est Michel Lucie. Je pense, ouais. Oui, c'est ça, hein. Qui est donc un auteur extrêmement célèbre qui vend des centaines de milliers d'exemplaires. Et c'était drôle parce qu'il dit ça, il dit ça. On se dit ah bah lui, qu'est-ce qu'il doit être heureux de vendre des centaines de milliers d'exemplaires. Et en fait, il disait que bah lui, il mange un sandwich à midi et puis il part pas en vacances sur les îles de rêve avec tout l'argent qu'il gagne avec ses bouquins. Non, il écrit en fait. Encore aujourd'hui, ce qui le rend, lui, son moteur, c'est d'écrire, et notre moteur, c'est ça, c'est d'écrire. Donc, vraiment de profiter, en fait, de l'acte créatif, parce que c'est là où vous allez être heureux. Et en fait, c'est de ça dont vous allez vous rappeler aussi, et peut-être même un peu l'idéaliser, parce qu'en réalité, des fois, on en chie à mort sur l'écriture d'un roman, et après, quand on écrit le suivant, on se disait, oh, ah ouais, mais le précédent, qu'est-ce que c'était bien, ah, et puis c'était simple, et puis tout allait, et puis tout était facile, tandis que là, vraiment, c'est dur et tout ça. C'est drôle, hein, comme on a tendance aussi après à oublier par quoi on est passé. C'est un peu contradictoire tout ce que je suis en train de dire, mais je pense que vous voyez l'idée, quoi.
C'est Ouais. de profiter vraiment de cette adrénaline-là. Moi, j'appelle ça aussi les états de conscience modifiés parce que quand vous écrivez, vous êtes un peu dans votre monde, vous êtes plongé ailleurs, vous êtes dans une forme de transe légère, de connexion avec votre muse, avec les esprits, les démons de l'écriture. Ça, c'est formidable. Quelle chance! C'est clair et j'aime beaucoup ta vision là-dessus. Je t'avais déjà vu en parler. Je sais plus où, justement, t'avais parlé un peu de cet état un peu de transe, en fait, parce que, justement, d'ailleurs, on parlait de Pomodoro, mais Pomodoro, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup appris, parce que comme c'est vraiment une moyen de, comment dire, d'écrire à 100%. Parfois, on n'écrit pas à 100%, tu vois, parce que on peut pas toujours écrire à 100%, mais par contre, quand on le fait, quand on trouve un peu ce qui nous stimule, et quand on crée un peu cet état de transe, c'est incroyable. Moi, j'ai déjà eu l'impression que mes mains, elles écrivaient toutes seules. Je pense que toi aussi. Quel bonheur! Ça, c'est des grands moments. Et là, on écrit le meilleur en plus, souvent. Ouais. Là, il n'y a pas besoin de faire 36 000 corrections. C'est ce qu'on appelle l'état de flow. Ouais. Ouais, cette espèce de plénitude où tout va de soi, où ça coule. Ça, c'est l'extase. C'est trop cool. Ah ouais, je suis contente C'est pour ça qu'on qu'on ait pu écrit, parler de en ça. fait, hein. C'est Bah pour ouais. atteindre cet état-là, hein. Enfin, je pense, hein. C'est pour atteindre le flow, quoi. Mm. C'est ça, et c'est vrai que parfois ça marche pas, il y a des jours où ça veut pas trop, où on a moins d'énergie, et c'est pas très grave, on peut essayer d'écrire un petit peu, ou pas, on peut lâcher prise aussi, et s'y mettre plus tard, Et mais... ça revient. Il faut aussi avoir confiance en soi. Mm. Ça revient parce qu'on se dit oh là là, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. De toute façon, ça y est, c'est mort, c'est foutu. Mais moi, ça me le fait tout le temps, hein. Moi, c'est pas parce que là, c'est le 11e roman que je vis pas ça, hein. Il y a vraiment des moments où je me dis voilà, ça y est, c'est fini. C'est bon. Ouais. Et puis, en fait, ça revient. Même, des fois, le lendemain, tu comprends rien. Ton énergie est de retour et tout ça. Donc, voilà, ouais. De pas être trop dur avec soi-même, d'être indulgent et d'être patient. Parfois, faut pas forcément. Super. Je pense que ça rassurera aussi les personnes qui sont encore au tout début et qui se disent qu'on n'y arrivera jamais. Mais le truc, c'est qu'être écrivain, comme il n'y a pas de mode d'emploi, on a tous cette incertitude. Et toi, après 11 romans, tu l'as. Et j'avais parlé avec Célia Flo qui disait qu'elle l'avait aussi. Qui disait aussi, enfin, qui parlait un peu de son syndrome de l'imposteur à ces différents stades de sa carrière. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pour écrire qu'on fait ça. Donc la publication, c'est un petit peu c'est une autre partie du processus, mais c'est l'écriture qui fait tout, et effectivement, ça nécessite d'être inspiré, d'être dans une certaine énergie, il y a des jours où ça marche pas très bien, etc. Merci mille fois, en tout cas, Aurélie, je sais pas si t'as un petit mot de la fin. Ça fait du bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je t'offre le guide Relooking pour améliorer ton style d'écriture en 10 exercices. Tu peux le télécharger sur j'écrisunroman.fr/guide. Et on se retrouve dans 2 semaines au Café des auteurs. Prends soin de toi.